Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de revenir sur une de mes sagas de science-fiction préférées, Hunger Games. Hunger Games est adapté de la trilogie littéraire du même nom. Ça fait pas de mal de le rappeler car j'ai découvert qu'encore beaucoup de gens sont convaincus qu'il s'agit du remake américain de Battle Royale. L'idée a germé dans l'esprit de l'auteur Suzanne Collins de sa fascination pour le mythe de Thésée où la ville d'Athènes devait un tribut de 12 jeunes hommes et 12 jeunes filles au roi Minos, et surtout de ses soirées passées à zapper d'une émission de télé-réalité à un reportage de guerre. Les 3 livres sortent entre 2008 et 2010 et font très vite saliver les studios. Le premier film sort en 2012. Il dépeint un futur post-apocalyptique dans lequel le Capitole, une ville riche, puissante et avancée technologiquement, domine 12 districts qui vivent dans la pauvreté. Pour maintenir les districts dans la terreur, le Capitole organise des jeux dans lesquels des enfants entre 12 et 18 ans s'entretuent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul survivant. Le film alterne entre de la science-fiction, une critique de la société et le survival. Le public et les critiques ont globalement apprécié, mais certains choix de mise en scène ont dérangé. La suite arrive en 2013, Hunger Games l'embrasement raconte comment les événements survenus à la fin du dernier film ont entraîné des soulèvements dans tous les districts qui pourraient conduire à une révolte. Le film marque un tournant dans l'histoire de la saga. Le survival et les jeux du premier film font ici place à des intrigues politiques et c'est toute une nouvelle dimension qui s'ouvre avec ce deuxième film. Pour le troisième livre, les producteurs ont décidé de séparer le film en 2 parties, comme on a pu le voir avec Harry Potter ou Twilight. En 2014 donc, sort Hunger Games la révolte partie 1, qui parle des obligations de Katniss dans cette révolte en tant que Gémoqueur, symbole de la rébellion. J'apprécie, contrairement à tout le monde, le rythme plus posé de ce film et le fait qu'il prenne le temps de parler correctement de son histoire et de bien développer ses personnages. Le final arrive en 2015, Hunger Games la révolte partie 2 raconte le dernier assaut des rebelles sur le Capitole. Contrairement au dernier film qui explorait l'envers d'une révolte, on a ici un vrai film de guerre. De l'action, du développement, de bons acteurs, de bons effets et un bon dénouement, la saga s'achevait en beauté. Mais je pense que vous avez soit lu les livres, vu les films, que vous connaissez l'histoire, ou tout simplement vous avez décrété dès les premières bandes annonces que c'était une immonde connerie, sans vous être jamais donné la peine de vérifier. Si vous êtes dans cette dernière catégorie, laissez-moi vous dire que votre démarche me répugne. Mais mon but avec cette vidéo est de vous montrer premièrement en quoi ce sont d'excellents films, et deuxièmement, non, ce n'est pas une saga débile pour ados, oui, il y a un scénario, oui, ça raconte des trucs, et non, ce n'est pas une immonde merde. Donc, premièrement, en quoi ce sont d'excellents films? D'abord, l'adaptation. Parfaite. Rarement des films n'ont autant respecté les livres de base. Cela étant dû à l'implication de l'auteur, Suzanne Collins, qui a carrément écrit le scénario du premier film et produit les 4. Par certains points, j'ai vraiment l'impression qu'elle a vu en ces films l'occasion de rectifier certaines choses dont elle n'était pas vraiment fière dans ses livres. Par exemple, le personnage d'Effie Trinket. Dans le livre, elle reste la citoyenne modèle du Capitole, à s'habiller de manière extravagante et avoir dans les Hunger Games un sport divertissant. Dans le film, elle a toute une évolution où elle se rend petit à petit compte de la cruauté des jeux et finit même par rejoindre les rebelles. Et en faisant des recherches, j'ai découvert que c'était Suzanne Collins qui a insisté pour que Effie ait une évolution. Par ailleurs, l'excellente qualité de l'adaptation donne un caractère unique à la saga. Elle est une des rares à pouvoir se vanter d'être bien adaptée de la première scène du premier film à l'épilogue du dernier film. Très peu d'autres sagas peuvent s'en vanter. Harry Potter s'est cassé la gueule à partir du 4e film. Des sagas comme Divergente ou Percy Jackson ne seront jamais finies car les scénaristes ont décidé à un moment d'en faire qu'à leur tête et le public n'a pas suivi. Et même la réussite ultime du Seigneur des Anneaux a eu le bémol du Hobbit. Après, j'aimerais parler de la mise en scène. 2 réalisateurs ont travaillé sur la saga. Gary Ross pour le premier film et Francis Lawrence pour les 3 suivants. Par ailleurs, ce dernier n'a aucun lien de parenté avec Jennifer Lawrence. La mise en scène du premier est entre autres ce qui a dérangé. On a reproché une caméra dissidente qui ne fait que bouger, une manière quasi found footage de filmer et un montage rapide et maladroit. Pour la caméra, c'est dû à l'intention du réalisateur de nous mettre dans les endroits concernés. La caméra ne bouge que dans le district 12 qui nage dans la misère et dans les jeux pour accentuer le côté survival. Dès l'arrivée au Capitole, la caméra se stabilise et ne bouge quasiment plus. Et pour le montage, je reconnais sa maladresse, même s'il rythme plutôt bien certaines scènes, il en atténue d'autres comme l'hommage à Katniss lors de la moisson. Gary Ross soigne la différence entre les districts et le Capitole. La caméra bouge, la caméra est stable, tout est gris, explosion de couleurs, musique simple à 1 ou 2 voix maxi, un grand orchestre de 2500 instruments pour le Capitole. Le film fait aussi beaucoup de mise en condition, on met le spectateur dans la même situation que Katniss.
étourdissement quand elle monte sur scène, surdité après l'explosion, découverte de la reine, etc. Francis Lawrence a quant à lui une mise en scène plus convenue et posée, préférant les dialogues pour raconter son histoire plutôt que la mise en scène. Il arrive néanmoins à composer des plans intéressants, voire juste magnifiques. Lawrence travaille également très bien ses décors et ses lumières, comme dans le District 13 ou les égouts du Capitole. De manière générale, Francis Lawrence arrive à mettre beaucoup de force dans ses images et ses scènes. Et maintenant, les personnages et leurs acteurs. Que dire sinon qu'ils sont tous excellents. Pas de surjeu, pas de sous-jeu, ils sont tous parfaits. L'Oscarisée Jennifer Lawrence, bien sûr, qui porte magnifiquement son rôle, mais aussi Josh Hutcherson dans le rôle de Pita, dépassé par les événements, Liam Hemsworth pour le petit ami qu'on découvre bouillonnant de haine, Woody Harrelson en ancien vainqueur alcoolique, Donald Sutherland en président qui arrive à faire un regard magnifiquement vicieux, Stanley Tucci arrive à sortir des mimiques mémorables pour le présentateur des Hunger Games, etc. Ils sont tous très bons, à part lui. Les 4 films prennent soin de leurs personnages, ils ont chacun leur histoire et leur utilité. Après, je reconnais que le surplus de personnages pourra en perdre plus d'un, c'est vrai. Mais ils ont chacun leurs caractéristiques qui leur donnent une personnalité et qui fait qu'on s'en souvienne. Dans le deuxième film, qui voit arriver beaucoup de nouveaux personnages, Francis Lawrence s'est arrangé pour que la première scène de chaque nouveau personnage soit marquante, afin qu'on s'en souvienne. Johanna, c'est celle qui se déshabille dans l'ascenseur, Phoenix, c'est celui qui drague Katniss en lui proposant le sucre des chevaux, Plutarque veut s'amuser en faisant les jeux, chauffe l'embras sur la bouche, etc. Et finalement, la musique. La bande originale des 4 films a été composée par James Newton Howard, compositeur régulier des films de Shyamalan, qui nous livre ici son meilleur travail, si on exclut le Dark Knight pour composer avec Hans Zimmer. Sa musique est puissante et mémorable, mais aussi belle et intimiste. Il compose des thèmes simples, quasi rurales pour les districts. Un grand thème orchestral digne d'un péplum pour l'hymne de Panem. Des thèmes rythmés pour les scènes d'action. Et des thèmes à l'accent martial pour le discours de Snow. D'une grande diversité, intelligence et beauté, cette soundtrack a su me toucher tout de suite. Et maintenant, passons à la défense. Hunger Games a généralement la réputation de n'être qu'une saga débile pour ados en manque de sensations fortes. Je ne connais pas beaucoup de sagas débiles pour ados qui parlent de choses comme la tyrannie, la propagande, la manipulation par les médias, la dictature, le symbolisme, et qui le fait aussi bien tout en restant accessible à un large public. Quant à l'action, elle reste au service de l'histoire, et pas l'inverse. Le moteur des films reste l'histoire, comment une dictature contrôle son peuple grâce aux médias et à la terreur, et comment naît une révolution. Autant de thèmes et d'histoires qui trouvent bien des échos dans l'actualité des 15 dernières années. Et pas que. Mais je pense qu'une défense au cas par cas s'impose. On a aussi reproché au premier film son histoire d'amour, jugée cliché et niaise. Sauf qu'on parle de l'histoire que Katniss et Pita doivent simuler, doivent jouer pour émouvoir le public du Capitole. C'est donc normal si c'est cliché et niais, c'est simulé, c'est l'histoire d'amour typique des téléréalités. Si on prend en compte l'ensemble de la saga, c'est à force de devoir le jouer qu'ils commencent à s'aimer. Mais ça n'arrive que vers le deuxième film, et Katniss ne s'en rend compte que dans le troisième, quand Snow torture Pita. La critique généralement faite au deuxième film est que le film plagie le premier avec un retour aux Hunger Games. Non! Le premier parlait des Hunger Games comme divertissement pour le Capitole, mais le deuxième parle de l'aspect politique des jeux et des soulèvements à travers Panem. Le troisième film est le moins aimé et mon préféré. La critique basique de ce film c'est chiant, c'est long et on s'ennuie. Long, non, le film fait moins de 2 heures, et chiant, seulement si vous vous en fichez. Si vous n'êtes pas dans le film, si vous n'êtes pas dans la saga et si vous ne vous sentez pas concerné,
Vous risquerez de vous ennuyer, effectivement. Mais ce qui est pointé du doigt, c'est un manque d'action. Cela est dû au titre français du film, La Révolte. Le titre original est Mockingjay, le jet moqueur. Et c'est ce dont ce film parle. Katniss en tant que jet moqueur, et comment ce symbole est perçu. D'ailleurs, les scènes de révolte, dans lesquelles Katniss n'est pas présente, sont en lien direct avec ce symbole du jet moqueur. Les travailleurs voient le signe et sifflent les notes, ou encore cette excellente scène où Katniss chante avec les jets moqueurs. La chanson passe par le clip de propagande, et est reprise par une foule de rebelles prenant le barrage d'assaut. C'est l'autre thème du film, la propagande. Ici en quoi le titre français dérange. Vous vous attendiez à des combats avec des rebelles, et à la place vous avez eu du développement et des propaclips. Mais tout ça fait partie d'une révolte. Des combats on en a déjà vu, mais une révolte sous cet angle de vue est plus rare. Le quatrième film quant à lui mérite déjà beaucoup plus le titre de La Révolte. Cette fois on a nos combats, mais plus réalistes et brutales qu'avant. Le point du film qui se fait quasiment unanimement allumer, c'est la fin, jugée décevante et cliché. Or je la trouve tout sauf cliché. Un final cliché serait une énorme bataille couronnée par l'affrontement épique entre le méchant et le héros. Alors que là, l'assaut final contre le Capitole est filmé du point de vue de Katniss qui se cache dans la foule. Et elle ne prend même pas part au combat. Et la confrontation finale entre le héros et le méchant, c'est la discussion entre Katniss et Snow après la capitulation du Capitole et juste avant l'exécution de Snow. Et si ce final est jugé décevant, c'est parce qu'il n'est pas cliché et qu'il a surpris. Et oui, je reconnais que le happy end est un peu dégoulinant, mais après toutes les merdes qui se sont ramassées, je pense qu'ils l'ont bien mérité. J'espère vous avoir convaincu que cette saga a des choses à raconter et qu'elle le fait bien. Je vous encourage donc à les voir ou les revoir et à vous abonner, et je vous dis à bientôt.